et bienvenue pour ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actu, eh bien, nous serons avec Frédéric Gomez, analyste biotech chez Pharmium Securities, pour parler bien sûr des dossiers chauds du moment. Et l'entretien est consacré à Eric de Certaine, directeur général de Biocorp, le Journal des Biotech. C'est parti. Et j'ai le plaisir de retrouver pour ce point d'actualité, il est à distance, mais il est là avec nous, Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Alors, on avait envie de sortir un petit peu, on a beaucoup couvert certaines valeurs récemment, on avait envie de prendre du champ et de parler cette semaine d'Inventiva et de Poxel. Peut-être commencer par Inventiva. Alors, Inventiva, certes, c'est aussi la NASH, mais pas que, et c'est ce qui vous intéresse d'ailleurs justement, Frédéric, sur le sujet. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de la NASH, qu'il y a eu Genfit et Inventiva est quand même en phase 3, donc il y a un actif là, il faut pas le nier. C'est normal qu'on en Mais parle. moi, je pense, voilà. Et en plus, on devrait avoir la fin du recrutement de la phase 3 cette année, donc ce sera quand même un milestone important, puisqu'ensuite on pourra calculer quand est-ce qu'on aura un peu les top lines. Et puis la société compte aussi lancer une petite étude en combinaison avec un agent antidiabétique chez les patients atteints de NASH et de diabète de type 2. Donc en fait, c'est un peu pour entretenir le news flow, je pense, mais il y a cette phase 2 qui devrait commencer d'ici la fin du premier semestre. Donc l'idée, c'est pas de nier l'anisibranor et la NASH, mais c'est surtout en fait de rappeler aux investisseurs que Inventiva, ce n'est pas que l'ANI, et qu'à mon sens, il y a un actif caché et en fait une petite perle qui est cette fois-ci dans le domaine du psoriasis. Oui. Qui est en fait en licence avec AbbVie. Et l'idée, c'était d'en parler puisqu'ils ont récemment touché 4 millions d'euros, un milestone suite à l'initiation de la phase 2B. Et cet actif, c'est le Cedirogan. Alors, le Cedirogan, en fait, il est intéressant parce que c'est une nouvelle cible et l'idée, c'est aussi une nouvelle, en fait, un nouveau mode de délivrance du médicament, puisque le marché du psoriasis, il est dominé à la fois par les topiques, donc qui sont des crèmes, des pommades pour les formes légères à modérées. Mais le problème, c'est que ce sont des anti-inflammatoires, il faut mettre de la graisse. Donc, c'est pas très agréable de toucher. Ça fait des grosses taches sur les vêtements. Il y a des patients qui ont un peu de mal à utiliser des crèmes, sachant que ça dépend aussi de la surface corporelle. Mais quand vous avez une grosse surface corporelle, il faut mettre beaucoup de crème. Donc ça, les patients n'aiment pas trop. Puis à l'autre bout du spectre, en fait, pour les formes serrées, on a des injectables qui sont très efficaces. Et entre les deux, la perle, ce serait d'avoir une formulation orale. Et c'est ce que fait en fait le Cedirogan, puisque c'est une formulation orale, un comprimé. Et donc là aussi, c'est un avantage, puisqu'on voit que les grosses pharma vont sur ce terrain-là, essayer justement d'aller en plein milieu pour cibler les patients. À l'heure actuelle, il y a une formulation orale qui est Otezla, qui est commercialisée par Amgen. L'efficacité, elle est relativement modeste, mais surtout, elle a des grosses effets indésirables. Et malgré ça, le chiffre d'affaires est à plusieurs milliards, donc il est beau. Donc il y a vraiment un marché là. Et c'était important en fait que cette phase 2B elle commence, parce qu'en fait c'est une escalade de doses, c'est une belle étude, hein, il y a 200 patients, ils vont tester 3 doses à vie. Donc l'idée c'est à la fin de trouver une dose efficace et de partir en phase 3. Mais il y a un rationnel à vie aller dans ce segment-là, puisqu'à l'heure actuelle, ils ont 2 biologiques. Donc Humira, le TNF, et ils ont aussi le Skyrizi qui cible le IL-23. Et vraiment, l'idée d'AbbVie, c'est d'essayer de faire du lifecycle management et d'essayer de réussir avec le Cedirogan d'Inventiva pour aller sur cette thématique de la formulation orale avec une très bonne efficacité et pour servir en fait de relais à Humira, puisqu'Humira, il y aura des génériques incessamment sous peu. C'est comme un des blockbusters d'AbbVie qui fait énormément d'argent. Donc l'idée aussi, c'est de switcher potentiellement ces patients d'Humira vers le Cedirogan. Et c'est pour ça que c'est vraiment un bel actif. La cible, elle est validée parce qu'au final, c'est pour inhiber la prolifération des lymphocytes et la sécrétion d'IL-17. On sait que l'interleukine 17, il y a le Cosentyx de Novartis qui la cible, donc ils vont un peu en amont dans la chaîne. Mais c'est vraiment pour moi l'actif caché. Et on aura les top lines l'année prochaine, puisque l'étude a commencé. Globalement, Q1 23, on devra avoir les résultats. Et on peut espérer qu'AbbVie va trouver la bonne dose. Et ensuite, on passera en phase 3. On peut s'attendre à des nouveaux milestones. Mais si on fait un calcul assez rapidement sur les royalties éventuellement que Inventiva pourra toucher, même en commençant à 5%, 5% sur 1 milliard de chiffre d'affaires, ça fait quand même des belles rentrées. Il pourrait aller jusqu'à mid double digit, donc on va dire que le range doit être entre 5 et 15%. Mais s'il y avait ne serait-ce que 10% sur un chiffre d'affaires conséquent, ça pourrait être une histoire un peu ce qu'on a vu avec les démos de Genmab sur Darzalex, l'anti-cancéreux en partenariat avec Johnson & Johnson, qui fait un super chiffre d'affaires avec des belles royalties.
Donc, ça pourrait être une source de revenus non négligeable dans un futur pas si éloigné que ça pour Inventiva. Bon, voilà. Donc, l'actif caché que les investisseurs n'ont pas forcément en tête. Bel actif caché dans le psoriasis pour Inventiva. L'autre société dont vous voulez parler, c'est Poxel. Poxel, c'est aussi un peu la NASH, mais pas que. Là aussi, peut-être point d'étape sur une société qui a un peu souffert en bourse ces derniers temps, qui est un petit peu sortie des radars, alors que la feuille de route était quand même plutôt tenue. Alors, ils ont respecté la feuille de route avec une seule exception, c'est sur leur anti-diabétique à la fois en Europe et aux US. Mais le produit, on l'avait évoqué sur ce plateau, a été approuvé au Japon. Alors, il y a eu une petite déception quand même sur les royalties qui ont été perçues après le premier trimestre de vente, puisqu'on n'a eu que 58 000 euros. Donc, royalties, on le rappelle, sur leurs produits, sur l'imiglimine, c'est ça? Yes, sur l'imiglimine, le Twaimig qui est commercialisé au Japon. Alors, c'est toujours difficile de modéliser un lancement commercial d'un nouveau produit, surtout au Japon. On a toujours un peu de difficulté par moment à le faire avec les payeurs aux US et en Europe, parce que pareil, il faut le remboursement. Mais c'est vrai qu'on était un petit peu déçus par les 58 000 euros. On s'attendait à plus. Donc, il va quand même être important qu'il y ait un mouvement, qu'on sente qu'il y a une traction au niveau de Sumitomo et que ces royalties vont s'étoffer. Ouais. On s'est fait quand même. Ouais. Mais c'est vrai que ce produit a été le produit majeur. Ensuite, il y a eu l'histoire un peu vers la NASH avec deux composés. Et puis là encore, rebelote, on a vu que c'est un peu compliqué au niveau de la NASH, que l'appétence des investisseurs n'était pas énorme. Il y a eu l'histoire Intercept, il y a eu Genfit. Et ce qui a été malin en fait de la société, c'est qu'ils ont voulu utiliser leur PIPAR et explorer un peu l'utilisation des PIPAR dans d'autres maladies métaboliques. Et là, ils sont en train de faire un mouvement assez intéressant, je trouve, dans des maladies neurologiques, et notamment dans ce qu'on appelle les adrénoleucodystrophies, les ALD. Alors, les ALD ont été un peu connus en France il y a quelques années grâce à la gloire du Real Madrid, Zinedine Zidane, puisqu'il est parrain de l'association ELA. Oui. Donc, il a beaucoup fait pour qu'on parle un peu de ces maladies, qui sont des maladies neurodégénératives au final. Donc, à la base, il y a une mutation génétique et qui affecte la substance blanche, la myéline. Mais également les surrénales. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de traitement, il y a un besoin médical qui est insatisfait. Et c'est des maladies qui sont quand même graves, qui peuvent entraîner le décès à des patients plus ou moins rapidement, et pour lesquelles on n'a pas de solution thérapeutique. Alors, il y a des publications qui ont montré qu'utiliser des PIPAR pouvait avoir un intérêt. Notamment, il y a une petite biotech belge, Minorix, qui travaille. Alors, c'est pas la pioglitazone comme Poxel. Enfin, comme Poxel, pardon, oui. Donc il y a vraiment un terrain à explorer, et c'est vrai que je suis assez curieux de la phase 2 qu'ils vont lancer d'ici le milieu de l'année, donc sur une dizaine de patients, où ils vont regarder des biomarqueurs. Et le mouvement en fait de Poxel vers l'ALD est intéressant parce que ça permet au final de diminuer la dépendance potentiellement à la NASH, dont on devrait d'ailleurs d'avoir les résultats d'ici la fin de l'année, mais ça permet un peu de diversifier les applications potentielles sur le PXL 065 et à voir comment ils peuvent essayer de monétiser ça potentiellement, soit avec des investisseurs pour une levée de fonds, soit avec des partenaires. Justement, niveau trésorerie, ils en sont où, Poxel, Frédéric? Alors, là, on se rapproche des 30 millions, donc on est au plus bas depuis 3 ou 4 ans maintenant en termes de trésor. Alors, c'est vrai qu'à la fois, le cours de bourse, on est au plus bas sur 2 ans. La trésor, on est aussi au plus bas depuis quelques années. Et c'est vrai que sur la base d'une phase 2, d'une preuve du concept positive dans la LD, ça pourrait peut-être faciliter aussi une levée de fonds potentielle en disant on a besoin d'argent pour faire la phase 3 enregistrante. Ce serait peut-être plus simple pour convaincre un investisseur plutôt que d'aller sur la NASH où on sait que alors même si on va voir ce qui va se passer avec Inventiva, mais il y a quand même une petite réticence des investisseurs à y aller. Alors là encore, le chemin avec vu l'historique de la pioglitazone et le chemin avec le PXL 065 dans la NASH sera un peu différent de ce qu'on a vu avec d'autres acteurs. Mais l'idée de la diversification et d'explorer des nouvelles voies est intéressante. Les maladies métaboliques rares, parce qu'on peut avoir des incentives. Ils ont eu la fast track dans la LD. Donc, typiquement, c'est le genre de choses qui peut faciliter le développement du produit et également soutenir la croissance de la société. Bon, dossier à suivre, donc Poxel. Qu'est-ce qu'on se met dans le viseur pour les semaines, mois à venir, Frédéric? Alors, dans les semaines, il y a un dossier qu'il va falloir regarder de près, qui a beaucoup souffert, qui est Erytech. L'idée, c'est pas de revenir sur ce qui s'est passé dans le pancréas. On l'a commenté déjà, effectivement. Voilà. Mais la société devrait déposer une demande d'AMM aux US
Fourré Aspas dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. Alors, c'est un serpent de mer parce qu'au début, le produit avait été initialement développé dans cette indication. Il y a eu quelques petits soucis en Europe. Ils avaient refait il y a une étude qui a été refaite par des investigateurs, on l'avait évoqué sur le plateau, l'étude NOPO qui était positive. Et l'avantage, en fait, c'est qu'on sait que l'asparaginase, en fait, ça marche dans les leucémies puisqu'il y a des produits qui sont déjà approuvés, des produits concurrents, notamment aux US. Donc là, il va être important pour la société qui... la situation est quand même un peu compliquée pour le retail. Un peu comme Poxel, on a de moins en moins de cash. La probabilité de se refinancer sera quand même aussi pas simple. Donc, il va être absolument vital que cette demande d'AMM ait lieu. Alors, la société avait guidé en fait sur la fin de l'année dernière. Ensuite, ils nous ont dit que ce serait plutôt au début, premier trimestre de 2022. Voilà, là, on est le 22 février. Il faut souhaiter qu'au 31 mars, ce dépôt ait eu lieu, sachant qu'il y a quand même il y a une petite fenêtre parce qu'historiquement, il y avait un produit qui s'appelait Erwinase, qui était entre les mains de Jazz. Et Jazz a développé un successeur qui est approuvé aux US. Et donc, Erwinase n'est plus en fait disponible aux US. Donc, il y a toujours un seul acteur. Il y a une seule asparaginase qui est disponible. Mais celle d'Erytech a quelques avantages, notamment sur la fréquence d'administration. Donc, voilà. Il y a sans doute une petite part de marché à aller chercher aux US. Ce sera peut-être pas forcément simple parce que Jazz l'a construit, donc je pense qu'il y aura quand même une espèce de loyauté des médecins envers Jazz, mais il y a sans doute quand même peut-être 15, 20, 25% du marché à aller chercher aux US. Et vu la situation actuelle de la société, ce serait quand même extrêmement positif. À la fin qu'il y ait une soumission, mais surtout qu'il y ait une même aux US, ça donnerait peut-être un peu plus de baume au cœur des investisseurs pour regarder ce dossier qui est quand même assez compliqué. Suite à l'effacement du pancréas. Merci beaucoup Frédéric pour ce point sur les dossiers chauds du moment. Merci Laurent. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de retrouver pour l'entretien Éric de Certaine, directeur général de Biocorp. Bonjour Éric. Bonjour Laurent. Alors, la société publiera ses résultats annuels le 7 avril prochain. Bon, c'est encore un petit peu tôt, sans doute, pour parler chiffres, mais malgré tout, j'aimerais, Eric, avoir votre bilan sur cette année écoulée. Vous aviez évoqué lors d'une interview avec Boursorama, on l'avait faite second semestre 2021, votre confiance sur le fait que l'entreprise retrouve un cercle, je vous cite, vertueux de croissance et de profitabilité. Est-ce que cette confiance, vous pouvez la réaffirmer aujourd'hui ? Ah oui, absolument. Alors, vous savez que je ne peux pas vous dire grand-chose en termes de chiffres, mais par contre, pour partager ma confiance et l'optimisme sur le dynamisme de fin d'année, en effet, je peux le partager. On a vraiment beaucoup travaillé sur la fin de l'exercice 2021 à des vraies bonnes tendances en continuant nos partenariats stratégiques qu'on avait d'ores et déjà signés sur l'exercice 2021 et puis en les supplémentant avec d'autres partenaires sur des nouveaux produits. Donc clairement, on a vraiment fait un bel exercice 2021 et on s'attend à des chiffres qui seraient plutôt bons et une belle croissance pour l'année 2021. Bon, on s'attend à des chiffres qui seraient plutôt bons. Bien sûr, parmi les faits marquants de cette année, il y a cette belle annonce, ce partenariat stratégique avec Novo Nordisk. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement depuis fin septembre 2021 ? Et puis surtout, comment ça va continuer à se déployer sur les mois à venir ? Alors, c'est une bonne question et on va dire qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait sur les 5 dernières années, on va dire, depuis qu'on s'est vraiment positionné quasiment à 100% sur nos dispositifs médicaux connectés. Et on a essayé d'établir une certaine expertise au niveau mondial sur le développement de nos dispositifs médicaux connectés. Donc, ça a commencé avec des premières marques d'intérêt, des premiers partenariats stratégiques, notamment avec Sanofi, il y a maintenant 3 ans de cela. Et c'est vrai que ça s'est accéléré assez récemment. Donc, je pense que la maturité de l'entreprise, la maturité de nos produits y est pour quelque chose. Le marché aussi, la demande du marché et la digitalisation de la santé de manière générale en est pour nous la seconde raison et ce qui fait aujourd'hui et ce qui explique en grande partie l'intérêt qu'on peut avoir de ces pharma, la croissance qu'on a pu générer. Et puis, encore une fois, vous le savez, je vous le répète à chaque fois, Biocorp est extrêmement centré sur l'innovation. Donc, on ne se satisfait pas de ce qu'on a déjà fait et des contrats qu'on a d'ores et déjà signés. Et on continue de travailler sur des nouveaux produits et sur des nouveaux partenariats. C'est vraiment ce qui nous anime au quotidien et ce qui fait des valeurs extrêmement fortes de l'entreprise. Alors donc sur Novo Nordisk, comment ça se passe ? Comment le partenariat se met en œuvre concrètement ?
Alors pour nous, ça a été en effet un événement assez particulier, majeur dans la vie de la société. Novo Nordisk est le leader mondial sur l'administration d'insuline, une société extrêmement focalisée sur le diabète et l'obésité et qui a parmi son portefeuille de produits beaucoup de stylo-injecteurs. Et comme vous savez, notre produit principal, Malia, est un capteur qui va se fixer sur les stylo-injecteurs. Donc on est extrêmement focalisé sur ce partenariat qui est très stratégique pour nous. On va pouvoir mettre les premiers produits sur le marché dès l'année 2022 pour le compte de Novo Nordisk. Donc, on va dire que voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a vraiment beaucoup de travail de chacun des deux côtés pour réussir nos objectifs ambitieux qu'on s'est fixés. Et l'ambition, c'est de donner aux patients Novo Nordisk à travers le monde des solutions digitales. Et on espère que Biocorp pourra y participer de manière prépondérante. Bon, alors Eric, on parle beaucoup de Malia et c'est normal, c'est votre dispositif phare, mais il y a eu aussi en fin d'année dernière cette annonce de partenariat avec HNT Presspart et cette fois c'est pour Insper, l'occasion peut-être de revenir sur le fonctionnement d'Insper et les raisons pour lesquelles il a séduit HNT Presspart. Il faut dire que c'est le leader du marché des dispositifs d'administration de médicaments respiratoires. Alors oui, tout à fait. Vous savez, Laurent, on se focalise chez Biocorp sur la connectivité des dispositifs de délivrance de médicaments dans le domaine de l'injectable, mais aussi dans d'autres domaines comme le domaine du respiratoire et principalement dans les maladies chroniques. Donc c'est vrai que le domaine du respiratoire est un domaine où la non-observance, donc la mauvaise prise du médicament est un problème majeur quant à l'efficacité finale du traitement et puis du bien-être du patient asthmatique. Donc, Insper est une solution qui va se fixer sur un certain nombre d'inhalateurs, qui va permettre de récupérer, comme Malia, des éléments quant à la dose, l'heure et la date d'administration et envoyer ça de manière automatique vers un cloud à travers une application smartphone. Donc, en effet, HNT Presspart est un leader dans ce domaine qui est le fournisseur numéro 1 des plus grands laboratoires pharmaceutiques avec des produits qu'on connaît très bien et que certainement parmi vos proches, les asthmatiques utilisent tous les jours. Donc voilà, c'est vrai que Biocorp n'a pas l'ambition de se focaliser sur un produit et sur un domaine, mais c'est vraiment être sur ce segment le leader. Alors c'est vrai dans le domaine du respiratoire, on travaille aussi dans d'autres domaines, dans l'injectable avec Inge, qui est une seringue pré-remplie connectée. Et voilà, ça reste vraiment notre domaine de compétence et on pense qu'on peut encore apporter beaucoup de valeur sur d'autres dispositifs de délivrance de médicaments avec les mêmes recettes qu'on essaye d'appliquer pour donner un bénéfice aux patients qui soit le plus important possible. Alors justement, on est revenu sur ces belles annonces de 2021. Moi, j'ai envie de savoir maintenant, Eric, ce que vous vous êtes mis au programme de 2022. Quelles sont vos priorités stratégiques pour cette année en cours ? Alors, on a plein d'ambitions. On est extrêmement ambitieux. On a beaucoup de projets enthousiasmants en interne sur des nouveaux projets d'innovation avec des nouveaux produits, dont certains dont on n'a pas encore parlé vont pouvoir arriver sur le marché dès la fin de l'année 2022. Donc, j'espère pouvoir vous en dire un petit peu plus, peut-être au moment de la présentation des résultats. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Déjà, des lancements de nouveaux produits cette année. Absolument. Donc ça, c'est vraiment, je reviens aussi là-dessus, c'est vraiment notre ADN. C'est-à-dire qu'on doit continuer à innover. On est une PME, alors aujourd'hui d'une certaine taille, mais qui malgré tout doit continuer à innover pour exister. Et donc, dès cette année, on présentera un nouveau produit qui sera lancé quasiment dans la foulée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau partenarial. Vous l'avez souligné au départ, c'est vrai que Novo Nordisk, comme d'autres partenaires qui nous ont fait confiance, tels que Sanofi et Merck, ont ouvert un petit peu une certaine notoriété et crédibilité à l'entreprise. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de discussions avec un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques pour étendre nos partenariats. Pour Malia, bien sûr, parce que Malia, vous l'avez compris, je vous l'ai déjà dit, c'est notre fer de lance. C'est un produit majeur dans notre portefeuille et on pense qu'on peut adresser encore beaucoup de populations qui ne sont pas digitalisées, que ce soit dans le domaine du diabète, mais aussi dans d'autres pathologies chroniques. Mais on travaille aussi, voilà, on a parlé de Inge et d'Insper. Ce sont des produits sur lesquels les discussions sont extrêmement actives et donc le rythme partenarial ne va pas ralentir en 2022. On espère même qu'il va s'accélérer. Bon, donc des nouveaux lancements, des nouveaux partenariats. J'en déduis que, en termes de croissance attendue, même si on n'a toujours pas 2021, je veux déjà vous faire parler de 2022, mais en tout cas, les tendances porteuses que vous avez identifiées sur l'année écoulée, elles sont encore là en ce moment où on se parle. Oui, absolument. Alors, sur l'année 2021, la croissance va être en effet particulièrement importante et vraiment, on va atteindre un chiffre d'affaires record. Elle est principalement drivée par les services, les développements spécifiques qu'on fait pour le compte de nos laboratoires et encore de manière assez faible par la vente de nos dispositifs médicaux connectés. On a lancé les premiers pays sur le second semestre de l'année 2021, donc ça a impacté de manière relativement limitée le chiffre d'affaires 2021, mais à partir de 2022,
2022, ce chiffre d'affaires sur les ventes de produits connectés de manière récurrente va être plus important. Et on a toujours donc, et au contraire, même ça se renforce, ces prestations de services et ces développements spécifiques qu'on fait pour le compte de laboratoire. Donc voilà, les deux segments, on va dire, de notre chiffre d'affaires vont croître avec, on l'espère, voilà, une durabilité et une récurrence dans la génération de nos revenus issus des ventes de dispositifs médicaux connectés avec des nouvelles géographies, des nouveaux produits qui vont être commercialisés à grande échelle dès l'année 2022. Bon, ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est un plan stratégique qui est suivi dans le temps. Et il faut dire que ça se reflète assez bien dans le cours de bourse de Biocorp. Le titre se comporte remarquablement. Il est dans le vert sur toutes les périodes. Quand on regarde sur Boursorama, on a même une hausse de 46% sur les 6 derniers mois et un plus haut qui a été touché récemment. Une réussite peut-être discrète finalement, comparée justement au chemin parcouru. Qu'est-ce qui manque pour vous, selon vous, Eric, pour que l'action soit un petit peu plus active? Il y a quelques mois, un gérant invité par un de nos confrères de BFM Business, vous voyez avec un objectif de cours à 39 €, il disait plein de bonnes choses de Biocorp. Vous seriez à l'aise avec cet objectif de cours de bourse? Alors vous savez, Laurent, la bourse c'est toujours difficile de prévoir et puis de prévoir l'avenir. Je crois que c'est encore plus difficile, paraît-il. Donc on est sincèrement content du parcours boursier qui est le nôtre aujourd'hui, qui, je l'espère, est le fruit et le résultat d'une confiance qu'on a su tisser avec nos investisseurs et aussi une feuille de route stratégique qu'on a tenue et exécutée voilà, au cours des derniers exercices. Donc je pense que cette confiance tissée et puis les résultats qu'on a pu obtenir payent et on en est ravis. Dans le futur, en effet, je pense que je vous l'ai exprimé précédemment, on a des perspectives de croissance qui sont importantes et on espère en effet que ça peut s'impacter sur le cours de bourse. Donc 39 €, je serais ravi d'arriver à ces chiffres-là dans quelques mois et en tout cas, on va travailler pour. Bon, une question aussi, forcément, on sait que le fondateur de Biocorp, Jacques Gardette, il aimerait à terme céder la société à un gros acteur. Je vais chasser le scoop avec peu de chances de succès, mais est-ce que vous savez si de ce côté-là aussi, il y a des discussions en cours peut-être actuellement? Alors, vous savez, moi, je suis focalisé personnellement sur la réussite de l'entreprise, sur la croissance et quelle sera la meilleure solution pour tous nos actionnaires qui nous ont fait confiance et qui nous font confiance aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, voilà, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. L'exit industriel, en effet, est une possibilité qui est relativement probable. Mais aujourd'hui, voilà, on est focalisé sur la croissance et on prendra les décisions au meilleur moment et on espère aux meilleures conditions pour l'ensemble des membres de la société et pour nos actionnaires. Donc voilà, ça c'est une possibilité, mais aujourd'hui on va dire que la croissance est notre principal objectif et on saura saisir les opportunités si elles se présentent à nous. Bon voilà, la croissance est notre priorité et on en saura plus lors de la publication des résultats annuels. Je rappelle, c'est le 7 avril prochain. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de Biocorp. Merci beaucoup Laurent, à bientôt. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. À très bientôt.